Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvelle, euh, nouvelle édition d'un webinaire du CRECEB, qui est pour aujourd'hui co-organisé avec l'Association des techniciens de bassin versant breton. Euh, voilà pour évoquer donc un outil donc Buvard MES sur lequel je ne vais pas faire d'introduction, hein, je vais laisser les spécialistes en parler. Donc comme toujours, donc on vous invite à inscrire vos noms, prénoms et structures de rattachement dans l'onglet participants, pouvoir poser vos questions dans le chat. On les prendra à la fin des présentations, hein. Voilà, on laissera une vingtaine de minutes pour les échanges. Et du coup, effectivement, comme chaque fois, la présentation sera enregistrée et sera disponible dans les qui suivront la page web du site du CRECEP. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une équipe notamment constituée de l'unité de recherche Riverly d'INRAE à côté de Lyon, avec Nadia Carluer et Claire Lauvernet et Michael Rabotin qui sont membres de cette équipe, et Clotaire Catalogne qui est donc membre de la société ICAR. Et donc, c'est Nadia et Clotaire qui nous feront la présentation de l'outil, mais Claire et Michael pourront éventuellement répondre aux questions selon vos questions. Voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse la parole. Nadia, c'est toi qui débute et vous avez une bonne quarantaine de minutes, on va dire, pour la présentation. Merci à vous. Merci, bonjour. Donc, je vais vous parler du logiciel Buvard MES qui a été conçu pour dimensionner les bandes enherbées pour limiter les transferts de pesticides transférés par le ruissellement. Je vais d'abord vous présenter brièvement l'historique du développement de l'outil parce qu'il nous semble que c'est intéressant et euh, que ça explique certains choix méthodologiques qui ont été faits, puis les fondements de la méthode et enfin, Clotaire vous présentera une démonstration de la version actuelle de l'outil. Si vous avez des questions à la suite du webinaire, vous pouvez écrire à l'adresse générique qui est indiquée sur la page de présentation. Donc, l'historique de l'outil, dès les débuts des années 90, il y a eu une mise en évidence de l'efficacité des bandes enherbées pour limiter les transferts de pesticides dans le ruissellement, notamment en se basant sur des simulations de ruissellement sur des surfaces assez réduites où on mettait de l'eau et les pesticides et on regardait ce qui sortait. Et ce qui a conduit le Corpen dès les années 97, en cohérence avec ce que proposait aussi le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, à proposer des dimensionnements de bandes enherbées qui dépendaient uniquement de la longueur du versant intercepté. Par exemple, pour un versant de moins de 100 mètres, on préconisait une bande enherbée d'environ 10 mètres. Et sont apparues aussi l'obligation de mettre des bandes enherbées le long des cours d'eau BCAE, des bandes enherbées de 5 mètres. Dans le cadre de la directive nitrate, ça n'avait rien à voir avec les pesticides, mais c'était quand même utile pour les pesticides. Et dans les éléments de contexte aussi, il y a eu le développement du modèle VFS Mode par le Rafael Munoz Carpena à l'Université de Floride, qui représente l'influence d'une bande enherbée sur les transferts d'eau et de matière en suspension dans le ruissellement. C'est la version initiale du modèle représentait l'infiltration dans le sol avec une équation Greenéant, donc qui permettait pas de représenter la limitation de l'infiltration en cas de saturation du sol en eau. En fouillant en plus, donc on a montré que ce qui fait l'efficacité d'une bande enherbée, c'est d'abord quand on a un ruissellement entrant chargé de contaminants, une sédimentation des matières en suspension et donc des contaminants absorbés à l'entrée de la bande parce que le ruissellement est ralenti. Et puis, grâce à la perméabilité du sol qui est accrue par la présence d'une végétation pérenne et à la teneur en matière organique, on a une infiltration accrue sur la bande enherbée par rapport à un sol d'une clôture classique, avec donc l'infiltration aussi des pesticides en solution qui est dans cette eau, et ensuite une absorption sur la matière organique du sol et une dégradation notamment par les micro-organismes avec une part d'absorption qui peut advenir aussi à la surface si les pesticides s'absorbent beaucoup, et un ruissellement qui est faible ou nul en sortie. L'efficacité vient surtout de l'infiltration. Donc, quand on a un sol qui ne permet pas l'infiltration, notamment parce qu'il est engorgé en eau, l'efficacité est beaucoup diminuée.
Et on a fait, dans les années 2000, quelques premiers essais de modélisation qui montraient que l'efficacité de la bande enherbée dépendait fortement du contexte. Donc, non seulement de l'événement pluvieux, de l'événement ruisselant qui s'ensuivait, des caractéristiques de la zone contributive au ruissellement, des caractéristiques de la bande enherbée, du sol de la bande enherbée et de la présence ou non d'une nappe sous la bande enherbée. Ce qui nous a conduit à constater que les préconisations du Corpen n'étaient pas tout à fait assez nuancées. Et dans le cadre d'une année sabbatique que Raphaël Munoz-Carpena a passé dans l'équipe et du travail qu'il a fait avec Claire à l'époque, il y a eu le développement d'une version de FS Mode qui permettait de prendre en compte la présence d'une nappe sous-jacente en représentant l'infiltration d'une autre façon. Et donc, ça nous permettait de mobiliser FS Mode pour modéliser aussi les transferts enfin, dans les configurations qui nous intéressaient, ce qui nous paraissait pas possible jusque-là, puisque dans les contextes de limitation de l'efficacité de la bande enherbée, VFS-Mode n'était pas capable de le représenter. Donc, on a, compte tenu de tous ces éléments, décidé de développer un outil qui permettrait de dimensionner les bandes enherbées venant à la suite d'un diagnostic mené à l'échelle du versant ou du bassin versant pour choisir les types de zones tampons adaptées et leur positionnement dans le bassin versant. Donc, ça peut être soit en se basant, par exemple, sur le guide d'aide à l'implantation des zones tampons qui a été fait par le guide, le groupe technique zone tampon, qui était à l'origine co-animé par l'OFB et RSTA, ou à la suite d'un diagnostic DPR2 en Bretagne, par exemple, puisque c'est très usité. Donc, les principes de la méthode, c'est de simuler des scénarios types de ruissellement compte tenu du contexte dans lequel on implante la zone non herbée et de regarder quelle taille de zone tampon il faut pour atteindre un certain niveau d'efficacité. La version originelle de Buvard ne représentait que l'infiltration, donc la limitation du ruissellement, sans considérer les transferts de matières en suspension et de pesticides adsorbés sur les matières en suspension. Donc, elle minimisait plutôt l'efficacité de la bande enherbée, notamment pour les pesticides qui s'adsorbent beaucoup. Donc, le principe, c'est qu'on a une zone contributive à la zone, à la bande tampon, au ruissellement de la bande tampon, dont on connaît la topographie, le sol, l'occupation du sol, notamment la conductivité hydraulique du sol et la présence ou non d'une zone peu perméable sous les premiers horizons, qui permettent de déterminer l'équivalent d'un coefficient de ruissellement qui est le curve number. On considère aussi des scénarios de pluie en considérant notamment deux scénarios en hiver, deux en été, à chaque fois un plutôt modéré et long et un plutôt court et intense, qui permettent de déterminer via la méthode de l'hydrogramme unitaire proposée par le Soil Conservation Service des États-Unis et du curve number, un ruissellement entrant qui arrive sur la bande enherbée et en considérant les caractéristiques de la bande enherbée, donc sa topographie, les caractéristiques du sol, notamment la conductivité hydraulique à saturation et la profondeur de la nappe, en faisant tourner le modèle VFS mode pour plusieurs largeurs de bande, on obtient la largeur de bande qu'il faut pour un degré d'efficacité voulu. Donc ici, par exemple, à peu près 13 mètres de bande enherbée pour l'épisode estival de 6 mètres, de 6 heures, pardon, qu'on simule pour une efficacité de 50%. Euh, donc cette méthode, elle a d'abord été proposée dans un guide de dimensionnement qui donnait les éléments et qui donnait aussi les briques à l'utilisateur pour qu'il dimensionne sa bande enherbée tout seul. Il s'est avéré que c'était assez fastidieux à mettre en œuvre et du coup pas très utilisé. Et puis à l'occasion d'un projet où on nous demandait de dimensionner des bandes enherbées pour des bassins versants sur lesquels on ne disposait pas des données nécessaires, on a décidé de simuler un grand nombre de configurations et qu'on irait chercher les résultats répondant à la configuration souhaitée quand on aurait les données sur le bassin versant sur lesquels on voulait dimensionner. Et c'est ce qui nous a en fait aiguillé vers la version précédente de Buvard, que certains d'entre vous connaissent peut-être,
où on simulait un très grand nombre de scénarios, où ensuite l'utilisateur pouvait aller chercher ce qui s'approchait le plus de sa situation pour choisir le dimensionnement souhaité. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, on a d'abord la caractérisation de l'événement pluvieux, où on considère des événements de période de retour un an, à la fois en été, printemps, été, automne, hiver, parce qu'on considère que c'est pas les événements extrêmes qui vont conduire au plus grand transfert de pesticides, mais plutôt ceux qui interviennent, qui produisent du ruissellement, certes, mais qui interviennent peu de temps après les traitements. Donc, dans l'outil Buvard en ligne, il faut renseigner les coordonnées géographiques du site, la saison qu'on veut considérer, la durée de la pluie et le type d'événement. Euh, Ce qui permet d'évaluer la pluie nette en considérant donc la part de la pluie qui va effectivement participer au ruissellement en utilisant le curve number, donc l'équivalent d'un coefficient de ruissellement qui dépend du type de sol, de l'occupation du sol. Est-ce qu'on a une culture à large rang ou rang étroit, une végétation très développée ou pas? Est-ce qu'on a une nappe sous-jacente ou un horizon peu perméable sous les premiers horizons de sol? Est-ce qu'il a plu récemment ou pas aussi? Et les caractéristiques topographiques, donc la pente, la surface et la longueur de versant de la zone contributive permettent de déterminer un hydrogramme unitaire et la convolution ensuite de cette pluie nette à chaque pas de temps et de l'hydrogramme unitaire permettent de représenter le ruissellement qui va entrer sur la bande enherbée. Un petit zoom sur les événements de pluie. Donc pour chaque cas, on considère quatre scénarios de pluie. Une pluie courte estivale de 1 heure et une longue de 6 heures qui est d'intensité plus modérée. Et puis pareil en hiver, 2 heures et 12 heures. Et pour construire ces scénarios, on s'est basé sur des données de cumul de pluie de période de retour en an saisonnalisée sur des grilles de 4 km sur 4 sur toute la France, où on a les différentes durées de 1 heure à 48 heures, donc les cumuls pour chacune de ces durées. En analysant ces différentes données, ça a permis de déterminer 4 zones climatiques principales. Et pour chacune de ces zones, on a pris sur des sites sur lesquels on disposait des données, avant qu'on ait les données météo accessibles partout, des hiétogrammes types qui nous permettent de déterminer des scénarios de pluie en termes de forme d'événements. Donc, c'est déterminé par ces 4 types. Et en termes de cumul, c'est bien par la grille, la maille de la grille sur laquelle on se trouve, qui donne l'événement pluvieux. Donc là, j'ai rentré, c'est pas très intéressant, mais toutes les configurations qui étaient prises dans Buvard Online, donc ce qui représentait 3 millions de simulations à peu près. Et ce qui est une des raisons pour lesquelles on n'a pas, à cette époque-là, déjà intégré les matières en suspension, l'érosion, c'est qu'il nous semblait que ça faisait déjà beaucoup de simulations et beaucoup de données à rentrer par l'utilisateur, notamment ce qui concernait la caractérisation des sols, et que rentrer en plus ce qui était nécessaire pour l'érosion euh, importait de la complexité d'une part et aurait obligé à faire un encore plus grand nombre de simulations. Donc, on en était resté au ruissellement seulement. Donc, le constat, c'est que c'est un outil qui a été plus utilisé que notre outil, que le guide précédent, parce que plus facile à utiliser, mais que le choix du curve number restait un exercice délicat, alors que c'est un paramètre très sensible, puisqu'il détermine vraiment le ruissellement qui va entrer sur la bande enherbée et donc son efficacité. Et puis que le fait de ne représenter que l'abattement du ruissellement en eau sous-estimait l'efficacité des bandes enherbées pour les pesticides à forte capacité d'absorption, ce qui nous a paru de plus en plus problématique avec le glissement des molécules autorisées vers des molécules à faible durée de vie et plutôt forte capacité d'absorption. Donc, c'est ce qui nous a conduit à aller vers Buvard MES avec un financement de l'Institut Carnot Environnement, avec un contexte qui avait évolué, donc la disponibilité des bases de données soldes sur certaines régions qui permettait d'évaluer qui permettait le calcul des variables nécessaires à Buvard par fonction de pédotransfert, ce qui était moins accessible avant.
Le développement dans VFS Mode d'une version pesticide améliorée, basée sur un bilan de masse par rapport à des équations de régression qu'il y avait auparavant qui n'étaient pas complètement satisfaisantes. Et puis le fait que les techniques et l'accessibilité aux données évoluent aussi. Et donc, il y avait un interfaçage possible avec les données IGN, qu'il s'agisse du MNT ou du référentiel parcellaire graphique, pour calculer directement les caractéristiques de la bande enherbée et de la zone contributive. Donc, ça nous a conduit à aller vers une nouvelle version de BUVA qui inclut la prise en compte de l'érosion, toujours pour des événements courants et des pesticides. Donc, quand je dis courant, c'est en gros une période de retour d'un an, avec qui soit plus facile à utiliser, donc en proposant à l'utilisateur les caractéristiques de la zone contributive, le curve number, la conductivité à saturation de la bande ennervée, par exemple, et en le guidant dans le choix de ses paramètres. Mais ça, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, en laissant aussi la main à l'utilisateur pour utiliser ses données propres et son expertise locale s'il considère qu'il a mieux ou plus précis que ce qu'on lui propose, en tenant aussi à garder une vocation pédagogique à Buvard. Donc, si on change un paramètre, on voit tout de suite l'influence que ça a sur les résultats, ce qui permet de se rendre compte de la sensibilité de certains paramètres. Et puis, en continuant aussi à proposer un outil qui est accessible gratuitement en ligne. Donc, pour l'instant, il a été développé sur la Bretagne parce que les données y étaient disponibles et puis parce qu'on a pu profiter de l'expertise de Blandine Lemercier de l'UMRSAS pour nous guider dans comment traduire les données dont on disposait en variables utilisables par Buvard dans le contexte breton, relativement homogène au niveau pédologique. Mais on a la volonté de déployer à l'échelle de la métropole au fur et à mesure de la mise à disposition des données. Donc, je rentre juste un peu dans le détail dans ce qui est nouveau au niveau méthode dans Buvard. Le reste n'a pas fondamentalement évolué par rapport à la version existante. Donc, pour représenter l'érosion, on utilise la MUSL, donc l'équation de perte universelle des sols modifiée, qui représente que la perte en, en solde d'une parcelle pour un événement pluvieux. Donc A ici est le facteur de la multiplication de 6 facteurs qu'on peut regrouper en 3 blocs. Donc des facteurs d'érosivité de la pluie et de ruissellement combinés aux facteurs d'érodibilité du sol, le facteur K, qui dépend notamment de la texture et de la teneur en carbone organique. Donc là aussi, on va utiliser les données de la base de données sol, des facteurs topographiques de longueur de pente et de pente qui sont calculables à partir des caractéristiques de la zone contributive, et puis des facteurs C et P, respectivement de couverture végétale et de pratiques agricoles, qui représentent les pratiques ou aménagements qu'on peut mettre en œuvre pour limiter l'érosion, donc qui normalement sont inférieurs à 1 quand on fait quelque chose pour limiter volontairement l'érosion. Pour l'instant, on les a pris égaux à 1 dans la version actuelle de Buvard, donc ça maximise a priori les pertes en sol et aussi les pertes de pesticides absorbés sur les sols. Et puis, pour ce qui concerne l'abattement des flux de pesticides, au sein de la bande enherbée, on utilise une équation de bilan de masse qui considère que la rétention de la substance active au sein de la bande enherbée, ça va être d'une part ce qui est absorbé et qui est sédimenté sur les matières en suspension qui sédimentent à l'amont de la base, et d'autre part ce qui s'infiltre en solution. Donc c'est basé sur des hypothèses assez fortes. Ça considère qu'il y a un mélange parfait, qu'il n'y a pas de désorption ou d'adsorption, de changement d'équilibre d'adsorption pendant l'écoulement. Ça prend pas en compte le fait qu'il y a une adsorption préférentielle sur les particules fines qui sont pas celles qui se sédimentent le plus facilement. Donc en ça, ça maximise sans doute plutôt l'efficacité de la bande enherbée vis-à-vis des pesticides. Mais à contrario, ça ne considère pas non plus l'absorption qu'il peut y avoir à la surface de la bande enherbée. Donc là, on minimise plutôt l'efficacité de la bande enherbée pour les pesticides. Et on va pouvoir passer à la phase de démonstration que va faire Clotaire. Les questions seront plutôt à la fin. Euh, juste un petit rappel que on est en fait en phase de déploiement et de test sur la région Bretagne dans un premier temps.
Et donc, on recherche des volontaires. C'est un peu le but de ce webinaire. C'est d'une part de vous présenter les avancées sur cet outil et d'autre part de chercher des webinaires pour faire des tests sur des cas réels, ce qui comporterait une petite journée de formation en ligne et de tests de votre part, et puis une journée en présentiel avec des visites de terrain et ensuite un débriefing et test en salle pour voir si l'outil répond à vos besoins, vos demandes et accessoirement donne des résultats qui vous semblent réalistes compte tenu de la connaissance que vous avez de vos situations sur le terrain. Voilà, je passe la parole à Clotaire. Merci Nadia et bonjour à tous. Donc, juste le temps de partager mon écran. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok. Euh, donc voilà, en fait, Buvard MES va être accessible en ligne. Donc vous allez avoir accès à l'outil via un navigateur web tout à fait classique. Je vais passer en plein écran. Et là, quand vous allez rentrer sur l'outil, vous allez arriver sur cette page d'accueil. En l'occurrence ici, qui vous signale qu'on est sur une version de démonstration avec des développements qui sont encore en cours et donc potentiellement encore quelques erreurs et des correctifs à faire de notre côté. Donc cette page d'accueil, elle vous amène sur un certain nombre d'éléments de contexte et de définition que Nadia vous a déjà un peu présenté. On peut aller consulter les notions un peu théoriques sur le fonctionnement d'une bande tampon en RB, une synthèse de la façon dont fonctionne l'outil avec différentes étapes que je vais vous présenter tout de suite. Un onglet important qui rappelle des hypothèses qu'on est amené à faire dans l'utilisation des différentes méthodes et modèles qui sont implémentés en UVAR, et donc de l'ensemble des limites qui peuvent découler de ces hypothèses. Donc ça, c'est des notions importantes à avoir en tête. Ils sont également rappelés dans un guide d'accompagnement beaucoup plus complet qu'on est en train de finaliser. Et enfin, un certain nombre de références bibliographiques donc, qui retracent un peu l'historique de l'outil, toutes les publications sur lesquelles on a pu s'appuyer. Donc ici sur la gauche, vous avez premièrement un formulaire de contact où vous retrouvez l'adresse mail de contact qui vous a été présentée tout à l'heure, des mentions légales avec des conditions générales d'utilisation qu'il va falloir lire puis accepter. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on va aller sélectionner un département sur lequel on envisage de faire un projet d'aménagement ou en tout cas de dimensionnement de bande en RB. Donc ici, vous allez retrouver les 4 départements bretons et nous, on va aller du côté du Finistère et commencer la procédure de dimensionnement. Donc voilà la première étape sur laquelle on va arriver. Donc c'est une étape qui va nous permettre de tracer de manière interactive une bande en RB sur une parcelle sur laquelle on souhaite dimensionner la bande en RB. Donc pour ça, vous allez avoir une fenêtre principale avec une carte sur laquelle on va essayer de repérer la parcelle qui nous intéresse et venir tracer la bande en RB. Et sur la gauche, de manière un peu systématique, à chaque étape, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments explicatifs, donc que ce soit ici affiché directement ou via des pages d'aide contextuelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses qu'il va falloir consulter à chaque étape. Donc, à la fois des éléments d'explication, en l'occurrence ici, sur comment tracer la bande en RB dans l'interface. Et puis, on voit ici, par exemple, la possibilité d'aller sélectionner un millésime pour afficher le référentiel parcellaire graphique sur lequel on va se baser pour tracer la bande en RB. Donc, on va garder l'année 2022, qui est la plus récente disponible. Et donc, on va aller chercher une parcelle que j'ai testée récemment. Donc là, vous voyez progressivement le RPG qui s'affiche avec des couleurs qui correspondent aux différents types d'occupation des sols. Et on va aller commencer à tracer une bande en RB sur cette parcelle-ci, qui, comme on le voit, est en bordure d'un milieu aquatique potentiellement récepteur. Et donc, ce qu'on va souhaiter faire, c'est limiter les transferts entre cette parcelle et le milieu aquatique. Donc, on va aller chercher un petit outil d'édition ici et on va tracer progressivement notre bande en RB en bord de parcelle à l'aide de plusieurs segments successifs. Donc ici, on atteint une bande en RB qui aura un linéaire total d'environ 200 mètres. On vient cliquer sur Finish et si on est satisfait de ce qu'on vient de tracer, au moins approximativement ici,
on va pouvoir passer à la deuxième étape. Alors, sachant que, avant de faire ça, peut-être vous montrer que on peut avoir accès à différents types de fonds de carte. Parfois, c'est plus simple des fois de travailler avec un fond de carte qui correspond aux photographies aériennes. Et puis, on propose également un fond de carte qui représente la topographie, mais qui, malheureusement, dans cette version-là, ne s'affiche qu'à un niveau d'échelle un peu plus grossier. Donc, voilà, il faut jongler entre les différents fonds de carte, peut-être pour tracer la bande armée de manière appropriée. Donc là, un petit message d'avertissement qui vous dit que on va lancer un certain nombre de calculs qui peuvent prendre du temps. Donc, il faut quand même bien avoir fait un tracé qu'on considère comme correct avant de lancer les calculs. Les calculs en question, en fait, vont consister à lancer des traitements SIG à partir d'un MNT à un mètre, qui va essayer d'identifier l'ensemble de la surface contributive interceptée par la bande enherbée. Donc, tout ça se fait de manière automatique. Alors ici, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps à chaque fois. Voilà, ça a démarré. Donc, on interroge un certain nombre de couches de données qui sont stockées en ligne. On passe au géotraitement et maintenant, ça va aller assez vite. Et on arrive sur cette deuxième étape qui va nous permettre de mieux comprendre comment sont répartis les écoulements provenant de l'amont de la bande en herbe. Donc, pour commencer, vous avez une carte qui affiche la surface contributive qui est interceptée par la bande enherbée ici en bleu, avec un dégradé de couleur qui représente le degré de concentration des écoulements qui sont interceptés par le linéaire de bande enherbée, avec des tons plutôt bleu-vert qui représentent des écoulements peu concentrés, et dès qu'on va aller vers des tons jaunes, voire rouges, des zones de concentration localisées des écoulements. On peut aussi visualiser les mêmes résultats, mais cette fois-ci sous forme graphique, simplement au niveau de la bande enherbée proprement dite. Donc aussi, on voit qu'on a des écoulements relativement hétérogènes, avec des zones de concentration localisées des écoulements. Et ça, potentiellement, c'est un problème qu'on est en train de regarder d'un peu plus près parce que, on a un doute sur le fait qu'en réalité, on ait autant de concentration bon, à l'échelle des parcelles qu'on a pu tester. Et ça pourrait être tout simplement un artefact de nos traitements SIG qui conduit à ce type de résultat. Donc, on est en train d'approfondir ces questions-là. Quelques chiffres clés donc, concernant la surface totale interceptée par la bande enherbée, ici, qui est de l'ordre de 4,5 hectares. On peut aussi s'intéresser à la surface interceptée en moyenne par mètre linéaire de bande enherbée, donc ici égale à 225 mètres carrés par mètre linéaire. Et puis un dernier chiffre qui nous montre ici qu'on est dans une situation euh, avec des hétérogénéités au niveau de l'interception des écoulements, qui nous dit qu'on a 90% de la surface interceptée par seulement 10% du linéaire de bande enherbée. Donc, en théorie, nous, dans ces cas-là, on déconseillerait de poursuivre la procédure de dimensionnement, puisque l'outil fait une hypothèse forte, c'est qu'il faut que les écoulements soient répartis de manière relativement homogène sur l'ensemble du linéaire de la bande en herbe. En l'occurrence, ici, comme je vous le disais, on est en train de réfléchir à la résolution de ces problèmes. On va peut-être envisager un lissage a posteriori des résultats. Euh, et en tous les cas, aujourd'hui, pour la démonstration, on va continuer avec cet exemple-là. Alors, on bascule vers la troisième étape, qui est l'étape qui va nous permettre de quantifier les ruissellements entrants sur la bande enherbée. Et pour ça, on fait appel donc, à la méthode SCS Curve Number qui vous a été présentée par Nadia, avec les valeurs de Curve Number, donc le paramètre un peu clé de cette étape qui s'affiche ici dans l'interface, avec une valeur pour la période estivale, une valeur pour la période hivernale. Et donc, ce Curve Number, comme on disait, on facilite les choses en essayant de fournir une valeur qui soit calculée de manière relativement automatique. Et pour ça, on va avoir besoin d'aller renseigner un certain nombre de paramètres qui s'affichent ici sur la partie gauche de l'interface. Donc ici, les premiers paramètres auxquels on s'intéresse, c'est tout ce qui concerne la géométrie de la zone contributive. Donc, ici, qui est plutôt utilisé pour définir l'hydrogramme unitaire. Donc avec une longueur de versant contributeur en moyenne, je le rappelle, qui était de 225 mètres carrés par mètre linéaire de bande enherbée. Donc, on va garder ce choix-là. La pente du versant contributeur qui est assez importante, qui est ici de 19%.
Et ensuite, on va plutôt rentrer dans les paramètres qui vont avoir une influence sur le curve number, donc l'occupation des sols, avec différents choix possibles. Donc, en interrogeant le RPG, on était tombé sur, je crois que c'était du bétendre, donc qui correspondent à des grandes cultures à petit écartement. Donc, on va garder ce choix-là pour la période estivale. On peut faire un choix différent pour la période hivernale, typiquement pour représenter des rotations de cultures au cours d'une même année. Un autre paramètre qu'on va prendre en compte ici, c'est l'état de surface des sols, qui peut être défavorable ou favorable au ruissellement en fonction, par exemple, du stade de croissance des cultures. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail. On peut également spécifier le fait qu'on est sur une parcelle qui est drainée par des dispositifs de drainage par tuyau empéré. Donc ici, on va laisser non. Et on va arriver aux paramètres peut-être les plus complexes à appréhender pour des utilisateurs non experts. Donc c'est ce qui concerne toutes les caractéristiques pédologiques qui vont influencer donc le curve number. Donc nous, ce qu'on a choisi d'exploiter ici dans l'interface, c'est les données du programme IGCL de cartographie des sols au 250 millième. On va interroger cette base de données qui, sur cette parcelle-là, nous indique qu'on est sur l'unité cartographique de sol suivante, qui correspond à des sols profonds et sols peu profonds des collines littorales à pente forte issues de schiste, quartzite et grès. Et au sein de cette unité cartographique de sol, l'utilisateur doit spécifier un type de sol en particulier, qu'on appelle unité typologique de sol, UTS, parmi les choix qui sont donnés dans ce menu déroulant. Donc, ne connaissant pas précisément la parcelle où j'ai tracé la bande enherbée, on va garder par défaut le premier choix qui nous est proposé. Et dans l'étape suivante, on va aller interroger la base de données pour avoir accès aux données de texture, donc argile, limon, sable, également taux de matière organique, épaisseur moyenne. Et de là, nous, on va prendre en charge un certain nombre de calculs en interne pour calculer typiquement la densité apparente des sols pour les différents horizons de sol, la perméabilité des sols donc au travers de la conductivité hydraulique à saturation, et un facteur d'héritabilité K qui vous a été présenté par Nadia. Tous ces paramètres-là, donc, qui viennent alimenter les calculs de curve number, donc, sous une forme synthétisée ici à l'aide de différents paramètres clés qu'il faut prendre en compte, qui sont suggérés par défaut. Et notamment, ça s'adresse aux utilisateurs peut-être les moins experts de ce domaine-là. Mais comme l'a dit Nadia, peut-être qu'il y a des utilisateurs qui auraient potentiellement des informations ou des données plus précises sur certains de ces paramètres. Et du coup, on peut venir les modifier à la main avec toutes les précautions nécessaires et en ayant bien connaissance de toutes les spécifications pour les renseigner correctement. En l'occurrence, ici, on va tout laisser par défaut. Et pour finir, il y a aussi la possibilité, on ne va pas le voir aujourd'hui, pour l'utilisateur d'importer sa propre pluie de projet, donc d'importer un fichier de données de pluie qui va pouvoir être pris en compte dans les scénarios de pluie et de dimensionnement de la bande en herbe. Donc, on va revenir à notre valeur de curve number, donc qui est calculée automatiquement avec tous les paramètres qu'on vient de voir. Mais on peut aussi très bien interagir sur la valeur directement dans l'interface, ici à la main. On va pouvoir interagir sur ce qu'on appelle le groupe hydrologique de sol, qui est déduit des données que je vous ai présentées juste avant, et donc qui va forcément avoir un impact sur la valeur de curve number. On voit que les calculs se mettent à jour à chaque fois automatiquement. Et la dernière chose, c'est qu'on va également pouvoir agir sur les conditions d'humidité initiale des sols qui vont influencer sur la genèse du ruissellement. Donc, en choisissant soit des conditions sèches, donc plutôt défavorables au ruissellement, des conditions normales ou des conditions humides. Et ça va être plutôt dépendre de l'antécédent pluvieux euh, qui sera associé à un scénario de pluie donné. Donc, typiquement, en période hivernale, on pourrait très bien considérer qu'on est plutôt dans les conditions d'humidité initiale des sols humides. Donc, on voit qu'on est passé d'une valeur de 89 à 95 et donc à potentiellement une genèse de ruissellement plus importante. Les résultats, ils s'affichent juste en dessous. Donc, c'est le résultat du calcul de la méthode SSCN, avec sur les graphiques l'affichage des hiétogrammes de pluie, ici en bleu clair. En bleu plus foncé, c'est la pluie nette qui est obtenue après application du pure number. Et en rouge, vous avez l'hydrogramme de débit résultant. Donc, en trait plein pour la valeur de CN qui a été renseignée par l'utilisateur juste au-dessus. Et en pointillé, c'est deux courbes enveloppes qui correspondent à des valeurs de CN auxquelles on ajoute plus 2 ou auxquelles on retrouche 2. C'est simplement pour essayer de visualiser l'incertitude qui serait liée à la valeur de Kernel.
Donc, vous retrouvez les quatre scénarios de pluie que Nadia a évoqués, quelques chiffres clés, donc le cumul de pluie pour les différents scénarios, le cumul de pluie net, les volumes ruisselés, la concentration en sédiments dans le ruissellement, qu'on considère comme constante au cours de l'épisode, les pertes de sol correspondantes, donc la masse par unité de surface et la taille des sédiments. Tout ça, ça va venir alimenter la quatrième et dernière étape, donc, qui va nous permettre de calculer l'efficacité de la bande enherbée avec le modèle VFS Mode. Et pour cela, ben, on va encore avoir besoin de renseigner un certain nombre de paramètres propres à la bande enherbée. Donc, encore une fois, on va retrouver le paramètre de pente. On va retrouver le paramètre de profondeur de nappe sous la bande enherbée, le cas échéant, donc en période estivale et hivernale. Donc ici, par exemple, on peut dire qu'en été, on a une nappe plus profonde qu'en période hivernale. La perméabilité du sol de la bande enherbée, qui s'exprime au travers de la conductivité hydraulique à saturation. Donc ça, c'est un paramètre particulièrement important dans l'efficacité de la bande enherbée. Donc potentiellement qu'il faut pouvoir déterminer avec précision, idéalement avec des mesures sur le terrain. Et puis, une valeur de coefficient d'absorption des pesticides, donc qui va définir le partage entre les coefficients plutôt absorbés sur les particules de sol ou en solution dans le ruissellement. Et on va voir que ça peut avoir une influence sur l'efficacité de la bande enherbée. Et ensuite, vous allez pouvoir aller choisir soit l'ensemble des scénarios que vous souhaitez simuler, soit un scénario parmi les quatre ici pour simuler une situation particulière qui pourrait vous intéresser. On lance le calcul, donc c'est le modèle VFS Mode qui va prendre en charge les calculs. Donc encore une fois, il y a un petit délai d'attente hein, qui est pas excessif ici. Voilà, les calculs sont terminés et on va avoir les résultats qui s'affichent donc pour les différents scénarios de pluie qu'on a simulés, donc à la fois en été ou en hiver. Et chaque graphique vous présente donc l'efficacité en pourcent de la bande enherbée pour différentes largeurs. Donc on va aller de 3 mètres jusqu'à 30 mètres et pour différents critères de dimensionnement, donc typiquement le ruissellement. Ici en bleu, vous voyez la courbe en bleu. La rétention des sédiments, donc, qui est généralement assez bonne, donc ici en orange tout en haut, proche de 100%. Et puis les valeurs pour les phytosanitaires, la rétention des phytosanitaires, pour différentes valeurs, donc absorbées, fortement absorbées. Donc c'est la courbe en pointillé ici en haut, faiblement absorbée, donc plutôt en solution dans le ruissellement, donc des valeurs assez contrastées. Et puis la valeur spécifiée par l'utilisateur à partir du KEC. Donc, on pourrait s'amuser à analyser les résultats pour chaque graphe individuellement. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir une vision un peu plus générale des résultats pour l'ensemble des scénarios. Donc, pour ça, on propose un petit onglet avec une synthèse qui va nous permettre d'examiner les résultats de deux manières. Premièrement, on peut s'intéresser typiquement à l'efficacité de la bande enherbée pour une largeur donnée. Donc, admettons qu'on ait positionné une bande enherbée de type BCAE de 5 mètres. Donc, ici, vous avez un résumé des résultats correspondants. Donc pour les différents critères de dimensionnement et pour les quatre scénarios simulés, avec la même chose sur un graphique. Et si on reprend les chiffres qu'on trouve dans le tableau pour le critère de dimensionnement rétention des pesticides à partir de la valeur de KEC renseignée par l'utilisateur, on va tomber sur ces chiffres-là, donc des performances quand même assez satisfaisantes pour un épisode de type estival court, correct pour un épisode hivernal court, et puis en dessous de la barre un peu symbolique des 50% pour les épisodes un petit peu plus longs, que ce soit en période estivale ou hivernale, dans la mesure où on commence à avoir des cumuls assez importants et sans doute qu'on est dans une situation où on atteint la saturation de la bande enherbée et donc le ruissellement ne peut plus s'infiltrer correctement. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. On peut jouer sur la largeur de bande pour voir comment évoluent les résultats. Et la deuxième manière d'appréhender un peu les résultats, ça va être cette fois-ci de regarder les choses dans l'autre sens, de chercher la largeur de bande enherbée optimale pour atteindre une efficacité donnée. Donc, si on se place au seuil symbolique des 50% en dessous desquels on considère que nous, c'est peut-être pas forcément la peine de dimensionner une bande enherbée, on va reprendre notre critère, le critère qui nous intéresse. On voit que pour atteindre 50%, il suffirait de 3 mètres de bande enherbée pour un épisode estival court, également un épisode hivernal court, pardon. Tandis que pour les épisodes plus longs, que ce soit en été ou en hiver, on voit que là, on est sur des dimensionnements beaucoup plus importants, voire disproportionnés.
Donc ça tendra à nous indiquer qu'il faut envisager d'autres solutions. Alors, soit peut-être de positionner des bandes enherbées plus haut dans le bassin versant, soit d'adapter les pratiques agricoles à l'échelle de la parcelle, etc., etc. Donc voilà, j'en ai terminé avec la démo. Je pense que ça vous a donné un aperçu un peu complet des possibilités qu'offre cet outil, avec des améliorations qui sont encore actuellement à l'étude et les points sur lesquels il faut qu'on réfléchisse encore un petit peu. Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation. Et donc c'était effectivement c'est dense en termes d'information, mais du coup voilà, on a déjà, je crois Josette, on avait une question dans le chat, et donc du coup ça peut ouvrir le bal des questions. Là, on a un bon quart d'heure là pour prendre des questions. Oui, c'est une question de Jean-Baptiste Richet qui pose la question, le groupe hydrologique de sol est-il déduit aussi des valeurs de la partie gauche de l'interface? Alors si Jean-Baptiste peut aussi intervenir directement s'il le souhaite, hein, en ouvrant son micro. Bah, sinon, je peux commencer à répondre. Donc, le groupe hydrologique de sol, pour ceux qui sont moins familiers de Puvard ou de la méthode du curve number, c'est ce qui permet de déterminer justement le curve number, donc la capacité de ruissellement de la zone contributive. C'est basé à la fois sur la conductivité hydraulique de la zone, de la couche limitante pour la perméabilité du sol et au fait qu'il y a un horizon imperméable ou une nappe plus ou moins profond. Et donc oui, on tient compte des données disponibles sur les différentes strates dans la baie des sols pour calculer la conductivité hydraulique de chacune de ces couches par une fonction de pédotransfert qui est celle de Rosetta. Et le calcul est ensuite automatique de ce que ça donne comme groupe hydrologique de sol. Bon, et puis donc Jean-Baptiste la précise que c'était un petit point de détail sur lequel il voulait un éclaircissement, mais que c'était pas très important par rapport à l'ensemble de la démarche. C'était d'avoir cette précision. Il y a d'autres questions peut-être, ou peut-être que si vous avez des questions soit sur l'outil en tant que tel, son fonctionnement, ou alors sur peut-être ce que ça vous effectif d'utilisation aussi sur le terrain, hein, si vous avez des cas en tête, où vous vous dites, tiens, est-ce que dans ces circonstances-là, je pourrais essayer d'utiliser cet outil-là? Euh, bon, Nadia a précisé en début que ça pouvait par exemple être complémentaire à des démarches type DPR2 qui permettaient d'identifier des positionnements et des types d'aménagements parcellaires et ensuite d'aller préciser les choses avec ce type d'outil. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent intéresser aussi l'équipe de recherche d'avoir ce type de retour ou euh, si ça vous inspire. Ben, je relais en direct une question de Sylvain Coudreuse, donc de BASF, concernant les pesticides. Seuls les KOC sont intégrés, les grammages par hectare n'interviennent pas. Donc là, c'est par rapport aux doses, la question de doses utilisées. Non, effectivement, c'est des pourcentages d'abattement. Donc, on considère que le transfert est proportionnel au... Enfin, c'est pas un modèle de transfert de pesticides complet. Donc, c'est le pourcentage des pesticides qui arrivent sur la bande enherbée compte tenu de cet événement ruisselant qui va être abattu. Qu'on en mette 1000 grammes hectare ou 5 grammes hectare. Ok, merci. On avait aussi, j'ai aperçu Blandine Le Mercier qui demandait si, comme on observe fréquemment que les bas de parcelles peuvent se trouver en zone humide, est-ce que c'est pris en compte le fait que la parcelle soit en zone humide ou pas? Enfin, le bas de parcelle. Euh, alors, c'est pris... S'il s'agit de la bande enherbée, c'est pris justement par le fait que VFS Mode peut représenter maintenant l'influence d'une nappe sous la bande enherbée. Ça, Claire pourrait en parler mieux que moi, puisque c'est plutôt elle qui a développé ça.
Et si c'est la zone contributive, l'outil ne le fait pas directement, mais si on connaît la part de la parcelle qui est en zone humide, on peut calculer un curve number composite. Donc là, Clotaire n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est expliqué dans le guide qui accompagne, par exemple, en pondérant le curve number sans zone humide et avec zone humide pour avoir un curve number moyen sur la parcelle, sur la zone contributive. Je continue à dérouler. Vous les voyez aussi, hein, les questions, mais on avait donc quelqu'un de l'AREAS qui demandait quels éléments étaient nécessaires pour adapter la méthode maintenant à d'autres régions et d'autres personnes qui témoignaient aussi de leur vif intérêt pour l'extension de cet outil à d'autres régions. Eh ben, l'accès aux données sol Mm. et pour le faire bien aussi, un lien avec des experts pédologues des régions concernées. Puisque là, on doit encore croiser avec Blandine Lemercier, mais comme je l'évoquais au début, on a eu des échanges pour savoir comment traduire certaines données de la base de données en variables pour buvard dans la région Bretagne, où on a quand même surtout du schiste et du granit en matériaux sous-jacents. Il y a d'autres zones où c'est peut-être pas les mêmes fonctions de passage qu'il faudra utiliser. Et là, nous, on n'a pas cette expertise sur toute la France. Mais voilà. Et pour l'extérieur de la France, euh, si la question pouvait se poser, ben, on manque quand même, enfin les données sont pas sous le même format. Et pour ce qui est des données de pluie, pareil, c'est pas sous le même format et je sais pas si c'est disponible. Mais on n'en est pas là. Déjà, on va faire la France. Et justement, en ce qui concerne la partie test en Bretagne, il semblerait qu'on ait déjà un intérêt qui soit manifesté. Il y a Bérangère NH là, Haut du Pays de Saint-Malo qui précisait, moi je pourrais te laisser compléter Bérangère si tu souhaites, mais que donc Haut du Pays de Saint-Malo a répondu à un appel initiative infiltration donc, dans le cadre du plan de résilience sur l'eau de la région Bretagne et des partenaires financeurs et donc va tester un certain nombre d'actions et pourrait être intéressé pour tester Buvard sur les sous-bassins qui sont ciblés par ce projet. Euh, voilà, ce qui intéresse aussi la communauté de communes voisine du Pays de Dole en matière de résultats. Plus des questions ensuite, Bérangère, je te laisse si tu le souhaites compléter, mais nous, au CRECEB, on pourra faciliter la mise en relation si vous le souhaitez ensuite avec l'équipe, hein, de recherche. Plus des questions ensuite, C'est- plus sur le... Oui, vas-y, Oui, Bérangère. non, juste un tout petit mot là-dessus. C'est plutôt un travail expérimental là, sur l'appel à initiative infiltration, rétention des eaux. Et du coup, on est en recherche aussi d'indicateurs de résultats, donc de pouvoir tester votre nouvelle version là, de l'outil sur certaines parcelles, bah, ça pourrait être intéressant. Donc, nous, on a le terrain, les parcelles et la connaissance du terrain. Donc, j'avoue que moi, j'ai pas tout là en quelques minutes, bien sûr, tout compris le fonctionnement de l'outil. Donc, je pense que ce qu'on pourrait vous mettre à disposition, enfin, travailler ensemble, en tout cas, sur quelques parcelles et quelques exemples concrets. Très bien. Ben, du coup, Nadia l'a rapidement évoqué, tu disais en intro, mais ce qui est envisagé, c'est que vous proposiez aux personnes intéressées une session de formation, hein, c'est ça, d'une heure sur l'outil, peut-être à distance. Et après, même des temps d'échange réguliers, plus peut-être une journée de terrain ensuite pour faire des observations et de la restitution. C'est ça, oui. C'est ce qu'on imaginait, à voir s'il y a beaucoup de volontaires ou pas, s'ils sont dans la même zone ou pas. Mhm. Pour la remarque de Blandine, en fait, dans le guide que Clotaire a évoqué, mais qu'on n'a pas présenté là en détail, d'autant qu'il n'est pas complètement terminé, on évoque le fait qu'une fois choisie l'unité cartographique de sol, il y a un outil qui existe en Bretagne pour mieux choisir l'unité typologique de sol, ce qui est ce qu'elle a mis dans les commentaires là. Donc, c'est dans le guide d'utilisation. Et je pense que tant que c'est déployé que en Bretagne, il faudrait le mettre aussi directement dans l'outil.
pour avoir un lien vers cet outil qui est très pratique, effectivement. Et si c'est bien ça que voulait dire Blandine. Mais elle nous avait signalé cet outil, effectivement, puisque dans une unité cartographique, on peut avoir plusieurs unités typologiques, mais par principe, on ne sait pas où localiser et qui peuvent être assez différentes. Donc, il y a l'UMRSAS ou autre enfin, je ne sais pas qui, mais a développé un outil qui permet avec un arbre de décision, de préciser sur quelle UTS on est, sur quelle unité typologique de sol on est. Et donc, on peut jongler, je pense, entre Buvard MES et cet outil. Une fois que Buvard propose l'unité cartographique pour aller voir sur quelle unité typologique on est vraiment, et ensuite revenir à Buvard qui enchaînera la suite des calculs. Pour la enfin la question de Fabien Salomé, s'il est question de mettre plusieurs bandes dans la même parcelle, on ne sait pas faire pour l'instant et on n'a pas prévu de le faire. Ce qu'on a prévu de faire à assez court terme, enfin là, je dis ça, mais c'est Mickaël Raboutin qui doit le faire, qui s'occupe de la partie géométrique. Euh, c'est de pouvoir soit choisir que la parcelle au-dessus de la bande enherbée comme zone contributive, soit tout le versant collecté par la bande enherbée, puisque parfois il y a des flux qui vont de parcelle à parcelle et qui se cumulent. Et pour gérer plusieurs bandes à la fois, euh, pour l'instant, il faut le faire à la main sur l'interface cartographique. Si on est sûr qu'on est sur la même zone typologique de sol ensuite et dans les mêmes configurations, on doit pouvoir jouer sur la longueur de bande, par exemple, et la surface de la zone contributive. Mais pour l'instant, on l'a prévu de façon, enfin, de tout dérouler à chaque fois, ce qui peut être assez fastidieux sur un grand bassin versant, effectivement. Et pour les sorties, je ne sais plus très bien ce qu'il en est, Clotaire. Qu'est-ce que tu entends par sortie? C'est également la possibilité d'exporter et récupérer les données de sortie, par exemple en Excel. Oui, alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore implémentées, mais on y pense sérieusement, parce qu'effectivement, c'est une fonctionnalité importante hein, de pouvoir exporter ces résultats. Donc, euh, c'est en cours de réflexion. Voilà. Et puis peut-être on mentionne aussi Aurélie Le Foll de l'EPAB de Douarnenez qui vient d'indiquer que dans ses perspectives d'action là à venir, il y avait réalisé un DPR2 sur un petit captage cet hiver et que du coup, elle pourrait être intéressée pour aussi travailler avec vous sur Buvard MES en parallèle pour pouvoir voir étudier la complémentarité, j'imagine, des deux outils. C'est moins une comparaison peut-être, Aurélie, qu'une Mm. complémentarité parce a priori, c'est pas le même objet exactement, c'est plutôt un prolongement du DPR2 que Buvard MES entrerait en jeu, quoi. C'est ça, ça Mais n'a pas vocation à substituer, mais bien à compléter. merci à tous pour les échanges. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, des besoins de précision par rapport à ce qui a été présenté? Moi, je me pose une petite question juste par rapport aux aspects aussi, comment dire, modulables de l'outil là, par rapport aux zones climatiques et dans quelle mesure on peut changer aussi les paramètres de la zone climatique. Enfin, je pensais plutôt à des aspects un peu changement climatique en fait, au fait qu'on puisse, même si vous avez bien précisé qu'on ne travaille pas sur des événements extrêmes, mais on peut s'apercevoir que du fait du changement climatique, même les événements non extrêmes soient un petit peu changeants quand même dans les années qui viennent. Est-ce que l'outil en fait peut être modulé au niveau de voilà ce qu'on fait rentrer comme type d'événement pluvieux pour une zone donnée? Comme l'a évoqué Clotaire, on peut déjà rentrer un événement de pluie
Ah oui, on peut charger, oui, Euh, c'est vrai. Ouais, ouais. Ok. donc on peut le faire sur un, Sur mais un, ouais. je me disais aussi que en préparant cette présentation que nos données de pluie, nos cumuls, enfin nos quantiles de saison de retour selon les saisons et selon la durée commençaient à dater un peu, puisqu'on a ces données depuis 2010 et ça doit être, je sais plus tout à fait en tête, mais des quantiles qui ont été faits sur des chroniques 90-2010 ou même avant. Et que ça vaudrait peut-être le coup de refaire ce travail maintenant que les données, on les avait achetées très cher à l'époque. Mais maintenant que les données Météo France sont disponibles, en fait, c'est un gros travail de traitement, mais ça doit être faisable pour actualiser. Et si on veut se projeter dans le futur, par contre, je pense qu'on peut rentrer son événement personnalisé là, et Mhm. regarder. Ok, merci. Et peut-être une dernière question qui est atterrie dans le chat, là, Jean-Baptiste Richet qui demandait est-ce que vous avez une idée du délai? Mais bon, tu as un petit peu répondu, Nadia, de déploiement dans d'autres régions. C'est ça, on attend. En fait, on prévoit de proposer un projet à l'appel à l'appel à manifestation d'intérêt du GIS-Sol euh, le mois prochain pour traiter les données avoir accès aux données qui sont déjà disponibles dans les autres régions en France pour traduire en données pour Buva, et donc pouvoir déployer dans ces régions-là. On ne sait pas si le projet sera accepté et on ne sait pas sinon. Pour l'instant, on s'est concentré sur la Bretagne. On n'a pas regardé quelles étaient les données disponibles ailleurs pour l'instant. Quand on l'avait construit, enfin quand on avait échangé avec le responsable du GIS-Sol à l'époque, il nous avait envoyé vers la Bretagne. Mais je comprends pas très bien ce que veut dire Blandine dans ses réponses en fait. Si c'est qu'on peut l'avoir effectivement ailleurs. Peut-être compléter oralement, ce sera peut-être plus facile. Juste pour dire que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu que depuis quelques années, en fait, sur le géoportail, il y a maintenant une carte des sols à peu près complète pour l'ensemble de la France qui donne accès en consultation seulement à la composition en type de sol de différentes unités cartographiques de sol. Et en fait, l'idée qu'il y a depuis que cette carte existe, c'est de mettre cette carte en téléchargement possible, donc de pouvoir mettre à disposition toute cette information connue sur l'ensemble de la France. La difficulté, c'est que selon les régions, c'est pas la même gouvernance en fait des données. Et c'est pas forcément la même politique d'ouverture, même si bah là, bah, c'est quand même des données qui sont acquises pour la plupart sur des fonds publics. Donc l'idée, c'est d'ouvrir au maximum la diffusion, quoi. Après, voilà, c'est plutôt des freins techniques, mais enfin, je connais d'autres régions sur lesquelles il y aurait sans doute pas de problème à ce que les données soient mises à disposition, quoi. Euh, voilà, toute la Nouvelle-Aquitaine, toute l'Alsace. Enfin, voilà, ça, c'est des régions pour lesquelles je suis sûre qu'il n'y aurait pas de problème. Euh, et les autres, enfin, c'est des freins qui vont vraiment se lever dans les mois à venir, quoi. Sur toute la France, a Alors, il y a priori. encore des régions, alors la Corse, mais aussi le Puy-de-Dôme, enfin un petit peu en Auvergne, Franche-Comté aussi, il me semble un petit peu où les bases de données ne sont pas complètement finalisées. Mais voilà, ça reste des petits trous. Sinon, c'est voilà, quelque chose qui va être connu sur l'ensemble de la France, quoi. D'accord, bah, c'est une bonne nouvelle. Et peut-être bah, pour conclure, puisqu'on approche de la fin, enfin, on est rendu à la fin du temps imparti, mais ben, moi donc j'ai noté qu'il y avait au moins deux territoires là qui avaient manifesté un intérêt, ou du pays de Saint-Malo, puis l'épave de Douarnenez. Donc on, on reviendra vers vous, nous on relancera un petit peu, ben, notamment avec Charlotte à la TBVB peut-être pour voir si d'autres territoires pourraient être intéressés pour compléter un panel, parce qu'on a la chance que l'outil
soit testé dans la région, enfin pour l'instant soit configuré sur la Bretagne. Donc c'est une belle opportunité de tester l'outil aussi sur nos territoires. Voilà, donc on se fera le relais de ça, mais il y a déjà deux manifestations là d'intérêt, c'est déjà très bien. Euh, voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de frustration par rapport à des questions ou des remarques, je vous propose de s'en tenir là. Et donc, peut-être, donc j'avais noté donc, le prochain webinaire du CEB de vous en parler, mais ce sera en décembre, la prochaine qui est calée, j'aurai le temps, j'ai oublié ce que c'était. Donc, c'est sur le projet Obtainer, je crois, avec et puis le projet Cidre le 4 octobre. Heureusement que les studios me soutiennent derrière. Le projet Cidre le 4 octobre et le projet Obtainer en décembre sur l'intermittence des cours d'eau. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous et bonne après-midi, bonne fin de semaine.